Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour tout le monde et merci de votre temps. Je parle un anglais, franc-anglais terrible, donc je vais essayer de faire cette conférence en français, mais il y aura des mots et des phrases qui vont sortir également en anglais. Donc, merci pour cette question. Nous sommes des spécialistes en tant que Français du franglais. Exactement. Effectivement, tout ce qui est l'emballage, surtout étant une agence de design, que depuis 37 ans, nous travaillons dans le branding et le packaging, on peut être vu des fois comme étant des pollueurs. Mais en effet, ce n'est pas le cas. On est quasiment essentiel pour ce que fait le métier, le vôtre, le nôtre, pour l'emballage. Donc, très vite, comme a dit Emmanuel, voilà, je suis Silvia Vitale-Rota, 37 ans. Nous sommes arrivés en France, on ne parlait pas un mot de français, mais nous avons osé ouvrir une agence en France, on ne parlait que l'anglais. Et à l'époque, on faisait donc expert en branding et packaging. Et en effet, ce qui est très important quand on fait ce travail, c'est de créer des signes distinctifs pour les marques, de faire attention que l'emballage lui-même réponde à leurs besoins, qu'il est complètement étanche, facile à ouvrir, facile à jeter. Et en effet, les marques, les produits, les packs sont comme des gens. Le plus on leur donne, le plus ils te redonnent en succès. Et cela pour le consommateur également. Donc le côté émotionnel, surtout loyal, pour avoir des consommateurs qui achètent les produits et le même pack pendant des années, il faut vraiment avoir à la fois le rationnel, le convenience et aussi, bien sûr, l'émotionnel. J'ai eu la chance, en octobre 2017, j'ai eu la Légion d'honneur pour tout ce que nous avons fait en tant qu'étrangère pour le monde du design en France par donc votre gouvernement, le gouvernement français, la Légion d'honneur, donc je suis extrêmement fière. Aujourd'hui, Team Créatif est un peu dans toutes les régions du monde et on voit que les problèmes packaging sont les mêmes dans toutes les régions du monde parce qu'on parle de la planète. Que ce soit au Brésil, que ce soit aux US, que ce soit au Portugal, en France, bien entendu, en Asie-Pacifique ou à Singapour également. Et le 21 mai de cette année, nous avons eu la chance d'être certifiés B Corp, Benefit Corporation, Business as a Force for Good. C'est-à-dire il faut avoir des business, il faut gagner de l'argent pour ensuite le réinjecter dans la planète et dans le mieux manger, etc. Pour info, le label B Corp certifie les entreprises qui ont un impact sociétal et environnemental positif. Voilà. Exactement, merci Emmanuel. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais effectivement, c'est une certification pas évidente à obtenir. Parmi les marques, nous travaillons pour des très grosses marques, donc vous le reconnaissez, surtout si vous habitez en France déjà. Quand on montre un seul pack, bien entendu, ce n'est pas la vérité. Des fois, c'est 2000 packs pour une même marque, pour des mêmes produits, différents formats, différentes cibles. Et notre objectif, c'est que doucement, tous ces packaging soient totalement sustainable, c'est-à-dire éco-responsables. Merci pour cette partie. Je passe la parole à Uwe. On est effectivement sur une révolution du packaging dont on va parler ensemble, bien sûr, le packaging sustainable. Uwe Melichar, so a few words about EPDA, a few words about Melichar Bros and some of your realizations of your packaging creations. Pouvez-vous nous en dire un petit peu sur le PDA et sur... D'être ici aujourd'hui. On dit les Allemands vivent pour le travail et les Français travaillent pour vivre. Non, nous vivons pour manger. Très, très bien. So I switched to English. I think it's better. So, but for Sylvia and me, I think this quote goes. Both of those quotes work because. Oui, en fait, ces deux citations fonctionnent parce que nous avons cette passion des deux côtés de la frontière et en même temps, nous savons comment bien vivre et comment bien manger.
En fait, je dirige une société de design en Allemagne, donc qui s'appelle Melika Bros, et je suis aussi le bras droit de Sylvia. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, et je suis très concentrée sur le packaging durable, et donc je design du packaging et suis consultant pour des sociétés de design et de packaging, et nous travaillons donc en collaboration pour le rendre plus durable. Nous avons une discussion très intéressante de la part de Fabrice Pelletier, et nous allons donc nous reposer là-dessus en particulier par rapport à ce qu'il a dit. Et voici certaines des marques avec lesquelles je travaille pendant mes 27 années dans ce secteur, et je redonne la parole à Sylvia pour présenter notre organisation conjointe, le PDA. Dont vous êtes la toute nouvelle présidente, il faut le rappeler. Voilà. Oui, exactement. Avec Uwe, le vice-président, il était président avant moi et je n'ai pas voulu faire le parcours de président toute seule sans lui. Donc, merci Uwe d'avoir accepté. Effectivement, le EPDA, c'est European Branding and Packaging Design Association. Et c'est une association qui regroupe environ 60 agences de design dans le monde. Et on a parmi nos membres des agences d'environ 17 pays différents. En effet, ce qui est très important, c'est que, et là je veux dire la phrase en anglais, on aide les agences à se connecter entre eux, à se donner de la force, du courage et aussi de célébrer les beaux succès. Du coup, nous avons des événements 2 fois par an avec des speakers très importants qui révèlent tous les travaux de cette association. Ça couvre tous les aspects de design, que ce soit le structural, le volume des packaging, mais également, bien sûr, le retail, l'archi, etc. On fait des plateformes d'échange, donc on est toujours en train de dénicher les dernières innovations dans les matières, dans les packs, dans les formes, dans les systèmes, dans les technologies. Nous avons également un très fort network de communication entre nous, et notre valeur ajoutée, c'est vraiment de participer au value chain des produits. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en tant qu'agence de design, on devrait peut-être être plus consulté pour faire le pont entre nos clients, les fabricants de packaging, de matières, de support comme ici, et bien entendu le monde du design. Parce que nous avons les clients en première main, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous souvent pour des lancements de nouveaux produits, etc. Et ensuite, ils cherchent le packaging qui va avec. Et des fois, ce serait mieux d'avoir une relation plus proche avec ce trio agence, clients et matériaux et emballages. Ok, venons-en au 4e participant de cette innovation, c'est le consommateur. Le consommateur européen, il est multiple et pour autant, il souhaite aujourd'hui, c'est ce que nous dit par exemple la dernière étude Kantar Insight qui s'appelle Food 360, Food 360, il souhaite des packaging sustainable, des packaging durables. Sylvia. Effectivement, aujourd'hui, dans tous les pays, le niveau d'exigence de packaging durable varie, mais en Europe, il est quand même très haut. Parmi les consommateurs, quand on fait des tests, Kantar ou Ipsos ou autres, il y a 63% des personnes qui aujourd'hui estiment que le produit qu'ils vont acheter doit être également responsable dans l'emballage dans lequel il est. Et du coup, il y a 63% de consommateurs qui se sont valorisés d'acheter un produit qui leur fait du bien, mais qui est également bien pour la planète. Ça, c'est du déclaré, bien entendu. Ensuite, on a 36% des consommateurs, qui est très grande, parce qu'avant, le chiffre était beaucoup plus bas, qui sont très conscients de la pollution et de problèmes climatiques, pollution, etc., du monde et de la planète. Et ensuite, on a 58% qui sont, bien entendu, extrêmement touchés par le footprint, c'est-à-dire l'empreinte carbone qu'ils
ils laissent ou qu'ils vont laisser s'ils ne recyclent pas bien les produits. Tout ça, c'est bien entendu du déclaratif. Donc les marques sont obligées de prendre ça en compte très fortement. Complètement. Des fois, malheureusement, les marques, pour beaucoup de raisons, et la raison number one, c'est financier, ils ne prennent pas en compte assez ces demandes de consommateurs. Et ils le font une fois qu'ils voient que leur vente commence à descendre. Et ça, c'est parce qu'effectivement, il y a des usines, il y a des chaînes de production qui sont équipées d'une façon et que pour le moment, les matériaux n'existent pas ou ils n'ont pas envie de changer. Et ça fait que des fois, on devrait et on pourrait aller plus vite que ce que l'industrie fait, même s'il y a énormément d'efforts de fait, déjà. On poursuit sur encore quelques chiffres sur Voilà. les taux de recyclage en Europe, par exemple. Voilà, donc on voit que le taux de recyclage en Europe, et ça c'est connu, c'est bien sûr le papier. Donc le papier, il arrive presque à 83% de taux de recyclage. Ensuite, nous avons bien entendu le métal. N'oubliez pas, comme Fabrice a dû déjà le dire, le métal, il est recyclable à l'infini. Donc nos boîtes en conserve qui étaient à une époque jugées vieillots et pas très bonnes, eh bien en effet, c'est un matériau assez éco-responsable. Et bien entendu, ensuite, on a le verre, bien sûr. Et le dernier est toujours le plastique, où effectivement, il y a toujours des problèmes. Est-ce que c'est recyclable ou pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et du coup, le plastique a toujours beaucoup de méconnaissances derrière et qu'il va falloir aider à faire comprendre. On ne fabriquera pas de packaging éco-responsable sans faire la révolution du recyclage aussi. Ah, ça c'est sûr. Et selon les pays dans lesquels on est, il y a des usines de recyclage phénoménales en Allemagne. Je pense que c'est 2 ou 3 fois plus qu'en France ou qu'en Italie. Et du coup, ben, c'est sûr que ça freine quand même. Et c'est sûr qu'on ne peut pas être écolo si on n'a pas des sociétés de recyclage valables. Ça, c'est certain. Et les pouvoirs publics nous y aident en créant des obligations, Voilà. des contraintes. Du coup, les pouvoirs publics sont en train de faire des lois. Et ici, vous voyez la loi anti-gaspillage et l'économie circulaire. Alors, ils ont fait un beau logo. Ils ont fait beaucoup de pubs. Ils essayent de faire beaucoup. Ils donnent beaucoup de lois. Mais après, il n'y a peut-être pas assez d'accompagnement entre les agences, les clients et vous, les fabricants des matières et des machines. Il y a les éco-organismes qui font un très gros travail, Voilà. bien sûr. Par contre, il y a effectivement ça reste effectivement un très gros travail. Du coup, les mots-clés qu'aujourd'hui notre consommateur doit vivre et que la moitié des fois, il ne sait pas trop qu'est-ce que c'est plastic tax, collection system, écomodulation, circulaire, économie, recyclate, use, etc. Donc, tous ces mots qui sont dans notre vocabulaire, certains en anglais, certains que les consommateurs ne comprennent pas et certains que, bien entendu, deviennent maintenant langage commun. Alors c'est là où le travail commence, Sylvia, puisque face à ces enjeux très importants, les marques proposent des solutions qui doivent concilier l'utilité du packaging, les fonctions de base avec des messages marketing. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on doit faire très attention à ces messages marketing parce que des fois, ils sont complètement fondés et c'est vraiment vrai et c'est prouvable. Des fois, c'est un peu un langage qui peut laisser dubitatif. Donc, il faut faire très, très attention à cela parce que quoi qu'il arrive, le pack, il a un vrai purpose, un vrai rôle, c'est-à-dire la protection, le transport. Il doit être visible en linéaire. Donc, les packs, s'ils sont trop petits, on va avoir un problème de visibilité en linéaire. Même si la loi va nous obliger de faire des packs beaucoup, beaucoup plus petits pour ne pas avoir du headspace trompeur. Il faut que ça soit facile à garder, à ouvrir et facile à utiliser.
Donc, une fois que tous ces critères-là, qui sont fondamentaux, sont répondus, eh bien, effectivement, il faut mettre les critères de sustainability et de éco-conception immédiatement en valeur vis-à-vis de ça. Et pas simplement des promesses un peu pour faire vendre plus. So, Uwe, this is your Donc ça, c'est ton travail, Uwe. Maintenant, le bon équilibre doit être équilibré. That's what Sylvia perfectly said. I mean, we have different requirements. Oui, c'est ce qu'elle a dit. On a différentes demandes pour le packaging et dès le départ, dans le cadre de ces demandes, de la durabilité peut être mise en place, protection, pratique, communication. Également le prix. Le prix, c'est également une grande question. Si l'on change d'un matériau, on passe à un autre, particulièrement si ce n'est pas un matériau qui n'est pas encore tellement bien développé. Cela signifie quoi? Cela signifie quelque chose aussi pour une marque qui doit s'en servir. Va y avoir un coût. Alors, du côté, si on regarde depuis la perspective du consommateur, c'est assez difficile parce que les consommateurs ne peuvent pas voir si cet emballage est plus ou moins durable. Ça doit être pratique à utiliser, à refermer. L'emballage doit être également responsable, durable. Au niveau de cette perspective consommateur, ça doit être emblématique de la marque. Bien sûr, tout ce dont on a déjà parlé, tout ce que Sylvia a exprimé, de surcroît, doit être durable, responsable, et on est dans la révolution de l'emballage. Les consommateurs vont être plus éduqués, plus de pédagogie. Il y a des systèmes qui se mettent en place comme Suzy, système durable pour qu'il puisse y avoir une méthode pour donner de 1 à 5 étoiles par rapport au fait de savoir si l'emballage est durable ou non. Et moi, j'ai des bons exemples ici. On les voit ici, de bons exemples qui sont en voie de développement, où il y en a qui sont déjà sur les linéaires. Voilà une bouteille de Sidel, rien n'est imprimé dessus. Il n'y a pas c'est pas la peine d'enlever l'encre, tout est gravé. Et c'est fait, la bouteille est faite, tout est du même matériel PT, ça peut être recyclé. Il y a un code QR également pour que le matériau puisse être identifié. Aussi du point de vue des consommateurs, cela fournit des informations par rapport à comment recycler ces bouteilles. Donc beaucoup de choses sur cette bouteille. Un exemple, voilà, d'un design pour le recyclage. Voilà, ça c'est un flux que nous avons. Il y a d'autres flux, bien entendu. Par exemple, le recyclage de façon différente, le compostage, ça c'est une façon naturelle, on pourrait dire, de recycler. Il y a également la manière biologique. Également, il y a les flux techniques avec le recyclage technique pour les plastiques et pour les autres matériaux. Ça, c'est un matériau qui s'appelle sans trace, traceless. Traceless, c'est un matériau, et pour moi, ça va devenir très important à l'avenir. C'est de Hambourg, c'est là où je viens moi-même, complètement biodégradable, pas de résidus. Il y a les mêmes attributs qu'un plastique conventionnel, classique, et d'un point de vue tarif, ça doit être comparable également, c'est ce qu'ils affirment à tout le moins. Donc il faut regarder Traceless, chercher cela sur Internet. Voilà un autre... Voilà, c'est une boîte à chaussures Allbirds, totalement compostable, où vous pouvez planter des fleurs, des plantes directement là après, et tout disparaît après 3-4 semaines. Donc ça, c'est une façon de réutiliser, bien sûr, les emballages. Autre chose que moi je regarde avec beaucoup d'optimisme, je pense que ça va être important pour l'avenir, c'est pour pratiquer, pour protéger, c'est la mousse de bois. Donc ça, c'est plutôt que le polystyrène, ce qui n'est pas bon pour notre environnement. Donc voilà, ça peut être une réponse, ça peut protéger les produits, et c'est basé sur c'est biodégradable également, et c'est également bon pour l'environnement. Maintenant, voilà la mousse de papier. On va un peu plus loin que le pulpe de papier. La mousse, c'est un papier qui est injecté
Et vous pouvez vraiment créer des choses très intéressantes, des formes d'emballage très intéressantes. Et on peut s'en servir pour emballer l'alimentaire aussi. Donc si on pouvait s'imaginer qu'on se serve tous de ces matériaux pour nos calendriers de l'Avent, ça pourrait faire un grand changement et remplacer énormément de plastique à l'avenir parce que c'est également totalement biodégradable et ça fonctionne également dans le flux papier pour le recyclage. Et donc c'est le plastique, c'est un substitut du plastique. Oui, donc si on va arriver au niveau zéro plastique, moi je pense que c'est pas une bonne idée personnellement, que le zéro plastique ne fonctionnerait jamais. Il nous faut du plastique pour certains emballages, dans certaines situations. Mais si on veut un substitut en remplacement, voilà une manière pour des produits bien spécifiques, ceci dit. Et moi, ce qu'il me semble, à mon sens, va également être, on va beaucoup entendre parler à l'avenir des matériaux qui peuvent être identifiés à la fin de la vie au travers de l'emballage. Donc ça, c'est le Graal. Le Graal Holy Grail 2.0, Holy Grail 2.0. Qui a entendu parler de Holy Grail 2.0? Pas beaucoup de monde, vous pouvez nous en dire un peu alors, davantage. Oui, voilà, c'est l'idée d'avoir un watermark invisible et sur les pixels oui, donc vous avez la traçabilité dans les logistiques, en magasin, en boutique. Ça peut engager, les consommateurs peuvent vraiment voir ce qui se passe et les matériaux dont est fait l'emballage, ça peut être identifié avec des scans rapides à la fin de cycle, en fin de vie. Ça nous aide à mieux trier et avoir vraiment un recyclage de qualité très élevé. Il y a beaucoup de recyclage qui se passe, mais il n'y a pas toujours les résultats, les produits qui en sortent ne sont pas toujours d'emballage, par exemple. Ça peut devenir des bancs ou alors des pots de fleurs, mais pas toujours revenir des emballages. Quelque chose d'autre qui est biodégradable, c'est fait à partir des déchets agricoles avec des champignons, et ces matériaux poussent dans un moule, donc il faut 4, 5, 6 jours et ensuite le processus est arrêté et vous avez cet emballage fantastique. Ce n'est pas tellement stable, donc c'est quelque chose qui est en voie de développement. Ça n'a pas encore été perfectionné, mais une bonne alternative là aussi pour polystyrène et d'autres. Donc beaucoup de matériaux dont les emballages sont faits. Voilà, ça peut être des choses d'avocat, des noyaux d'avocat par exemple. Et il y en a qui sont plus ou moins avancés, il y en a qui sont vraiment aux premières étapes de développement, aux prémices j'allais dire. Il y a un livre qui a été publié par Sacha Peters, L'innovation dans l'emballage. Vous pouvez regarder ça, beaucoup d'exemples dans ce livre. Donc la bouteille en papier, voilà, si vous lisez la presse professionnelle, vous allez voir qu'on en parle beaucoup, souvent, mais personnellement j'y crois pas. Moi j'y crois pas trop à ces bouteilles en papier. Ce n'est pas encore une solution à 100% par rapport à la question des barrières. Et pourquoi est-ce qu'on mettrait des bières dans une bouteille en papier? Moi je comprends pas ça. Le verre c'est un matériau fantastique qui peut être recyclé à 100%, même réutilisé. Donc moi je suis absolument pas fan de ces idées. Principalement en Allemagne ou en France. Oui, il y a une grande différence par rapport aux autres pays, peut-être où nous n'avons pas ce système, ces flux pour recycler les bouteilles. Voilà, dans de tels pays, oui, pourquoi pas, mais moi je ne vois pas vraiment un grand avenir. Mais ça pourrait être un changement de culture, peut-être. Peut-être. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on va tous commencer à se servir de bouteilles en papier, dont on va se servir et se resservir dans la suite. Bon, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, c'est sûr, mais d'une façon avancée, c'est encore le début. Comme on l'a vu dans le passé, on ne sait pas ce qui va advenir, mais il ne faut pas qu'on retourne dans le passé non plus. Il faut réinterpréter le passé. Voilà, c'est ça la bonne manière de procéder. Donc, si on pense aux laitiers, par exemple, au Royaume-Uni, on voit de plus en plus
au niveau de l'e-commerce, du fret, ailleurs aussi, des livraisons à domicile. On voit le packaging comme un service, l'emballage et le conditionnement comme un service. Voici un exemple très intéressant qui s'appelle Loop. Loop, c'est déjà en place aux États-Unis. Carrefour fait des tests ici même en France, Tesco au Royaume-Uni. Et Loop travaille avec le Royaume-Uni, avec Tesco. Et là, vous avez seulement des emballages réutilisables. Vous payez une consigne, 8 € pour ce Häagen-Dazs, par exemple, pour ce contenant. Et si vous le ramenez, on vous rend les 8 €. Et cependant, entre-temps, vous avez un vrai produit dans vos mains. Voilà, qui tient qui peut protéger la glace. Voilà, et donc l'emballage pour le produire coûte 8,30 $. 8,30 $ et le coût par utilisation c'est 0,0083 $ si vous vous en servez 100 fois. Donc une fois que vous êtes servi de cet emballage, ça va vous coûter de moins en moins. Et d'un point de vue économique, ça va être très intéressant. D'autres exemples pour d'autres produits. Si en tant que marque, vous voulez participer à Loop, vous pouvez choisir. Il y a des emballages préexistants qui existent déjà, où vous pouvez développer votre propre design d'emballage, mais bon, ça demande beaucoup de design, d'argent, de budget. Et pour Loop, moi, je vois beaucoup d'avenir pour le conditionnement, que ce soit Loop ou d'autres. Je vois un grand avenir pour le conditionnement en tant que service. Sylvia, Se pose la question de la valeur de ces emballages. Est-ce que le consommateur sera prêt à payer plus cher ou est-ce que vraiment c'est le rôle des industriels d'absorber cette valeur ou des distributeurs? Comment donner la valeur ajoutée? Oui, c'est probablement la question la plus importante et la plus fragile parce qu'en effet, aujourd'hui, un consommateur, lui, il achète un produit. Il achète le produit qui est dedans le pack. Et quand on essaye d'expliquer qu'en effet, ce produit est devenu plus cher à cause du pack, eh bien, comme on dit en anglais, le pack devrait être key of entry. C'est-à-dire, ce pack, ce produit, je dois l'acheter parce que je vais le manger ou je vais l'utiliser. Et le pack, c'est ce qui le contient et qui fait le transport. Donc, pourquoi je devrais payer plus cher pour lui? Et c'est très difficile. C'est comme un conso, il ne se rend pas forcément compte que la pub, elle est dans le prix du produit. Et du coup, de trop vouloir dire sous les packs peut faire que tout d'un coup, elle se rende compte que le prix est augmenté. Donc, it's a very difficult question. Voilà. Du coup, au niveau marketing, on essaye de faire passer des messages. Par exemple, Bonduelle, avec sa promesse, Bonduelle s'engage. Et du coup, Bonduelle dit, il s'engage à donner des produits sans pesticides, il s'engage à donner des produits qui sont très fraîches et très bons. And by the way, le pack dans lequel il est vendu, il est aussi, lui, engagé. Sans trop parler de le fait que ça peut être mis 1 centime sous les salades. Chez Kinder, on travaille énormément pour Ferrero et eux, ils sont extrêmement transparents. Ils admettent que beaucoup de leurs packs sont loin d'être éco-responsables, mais ils font ce qu'ils peuvent comme ils font, sans trop faire augmenter les prix. Et par exemple, l'exemple de Kinder Delice, où ils disent, on a commencé avec l'emballage externe. Donc carton. Oui, en carton. Donc, au lieu d'être en flow wrap, lui, il est assez écolo, assez sustainable, mais le flow wrap du produit lui-même, on n'arrive pas pour le moment à être étanche au niveau que ça doit être, et du coup, il n'est toujours pas sustainable. Mais vous inquiétez pas, on le fera devenir sustainable. C'est l'image au milieu là. Et du coup, on a écrit ce message au consommateur pour que le consommateur sache que ça sera fait. Volvic a fait la même chose. OK? Et puis, bien sûr, donc, la conclusion, c'est être honnête, créer des pictogrammes qui vont aider le consommateur à comprendre que c'est recyclé et comment.
Ne pas avoir peur des QR codes. Ils sont très utiles maintenant, même si au début ils étaient moins utiles. Maintenant, ils sont très utiles pour dire comment est fait la boîte, le recyclage. Arrêtez totalement le greenwashing. Vraiment, ne le faites pas parce qu'on abîme le marché avec ça. Et puis, D'autant plus que ce qu'on appelle les allégations vont être très encadrées dans la législation, en France en tout cas. exactement. Et qu'on ne pourra plus dire. On ne pourra plus dire biodégradable. Il faudra prouver en plus tout ce qu'on Oui. propose sur l'emballage, sustainable. Et That's- quand sorry to interrupt, but it's really Oui, en fait, on a eu ça plus tôt. Les gens sont prêts à dépenser plus sur des emballages durables, mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils achètent et ce qu'il y a. Donc, il ne s'agit pas d'être juste de vouloir quelque chose qui soit vert, greenwashing, pas greenwashing, mais il faut apprendre, il faut enseigner, éduquer et dire la vérité. Le consommateur peut comprendre qu'une bouteille de viande de Volvic n'est pas recyclable immédiatement, mais ça va l'être à l'avenir. c'est sûr que même des bouteilles en plastique de l'eau, c'est peut-être pas recyclé et recyclable tout de suite, mais elle le sera. Il faut le dire. Et à fur et à mesure que le pourcentage augmente, eh bien, on le dit aussi. Voilà. L'autre chose, on peut imaginer en tant que designer, en tant que marque, qu'il ne faut plus utiliser de l'or à chaud. Eh bien non, il y a des fabricants qui ont fait des années de recherche pour faire de l'or à chaud, du métal à chaud, qui est totalement recyclable. Donc, Kurz en Allemagne, assez incroyable comment beaucoup de packs, que ce soit dans le monde du festif, du chocolat, du champagne ou du cosmétique, sont recyclables, même s'ils ont de l'or à chaud, ce qui n'était pas le cas avant. On peut séparer effectivement Oui. lors des étapes de recyclage. C'est ça, exactement. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est recyclable, mais attention, non, réutilisable, mais attention à ne pas faire de faux promesses. Une femme ne va pas passer midi à 14h pour essayer de recycler quelque chose pour le réutiliser. Par contre, une boîte de chaussures qui devient un pot de fleurs, why not, si on a un balcon. Mais il faut être réaliste quand même. Il faut aussi le rendre désirable. Exactement. Toujours la désirabilité et du coup, l'émotionnel. En synthèse, Sylvia, c'est un véritable travail en fait très étroit entre les marques, les professionnels du design, dont vous êtes, Uwe et Sylvia, bien sûr, des exemples ici, mais aussi bien écouter les souhaits du consommateur et le guider. Je crois qu'il y a le travail d'éducation sur lequel il faut revenir en conclusion. Et surtout pas donner l'impression, comme ce qui a été fait dans le mieux manger, où avant on vous donnait du poison, on vous donnait des colorants, on vous donnait du sucre, on vous donnait des baddies, comme on dit en anglais, et que tout d'un coup maintenant notre ketchup est devenu bon, parce que le conso a du mal à comprendre ça. Et du coup, il faut comprendre que le pack, c'est un process qu'avant, il n'était peut-être pas 100% écolo, mais qu'il est là où il peut être transparent, vraiment dire la vérité. Et on va progresser là-dessus. Du coup, bientôt, ou en tout cas, nous espérons, quand on aura des produits qui ne seront pas recyclables, qui seront jetés dans la nature, qu'on les retrouvera dans 5-10 années après, ça sera la faute, entre guillemets, de nous tous, parce qu'on ne l'a pas bien recyclé. Si, effectivement, le recyclage devient ce que nous espérons tous que ça deviendra. Très important, on est tous responsables de les personnes, de les fabricants des matériaux, les designers, les fabricants de packaging, les stations de recyclage, les logistiques, le transport, les designers à la fois de l'alimentaire, du produit, mais aussi des packs, les magasins, le consommateur, bien sûr, et les owners des marques. Donc, c'est toute une chaîne. Et s'il y a une de ces chaînes qui se casse, eh bien, on ne fera pas peut-être ce qu'on espère faire pour la planète. And to add, I mean, the designers are Et on oublie souvent les designers, on les oublie souvent.
je ne peux que vous encourager à travailler avec nous, les designers, parce qu'on pense des choses de façon différente. On a différentes perspectives de rassembler les choses. On travaille dans différents secteurs. Donc, on voit des choses parfois que les autres ne voient pas, que l'on ne voit pas si on parle on est dédié à une seule branche, on est producteur, on est transporteur. On dit que si vous avez un marteau à la main, vous voyez des clous partout. Et nous, nos designers, peut-être on peut élargir vos horizons. On l'espère à tout le moins, parce que les deux le vrai partenariat. Nous allons accélérer encore plus le mouvement qui a quand même fait un progrès phénoménal depuis, je dirais, 5 années maintenant. On sent vraiment un mouvement qui est vraiment visible et quantifiable aussi. Donc ça, c'est très bien, c'est un bel espoir pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose de prendre un micro et de vous donner la parole pour progresser encore un petit peu ensemble dans cette réflexion sur la relation entre les marques et les professionnels du design, bien sûr, ou des remarques que vous pourriez avoir sur le consommateur européen. On entend vos questions. Levez la main pour ceux qui souhaitent poser des questions. Mesdames, messieurs. Alors, je vois quelqu'un. Non, il n'y a pas de question là-bas pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Uwe Melichar, peut-être sur le marché allemand, peut-être, Uwe? What about the German market? Is it... Le marché allemand, est-ce qu'il y a les mêmes préoccupations qu'en France? Monsieur, in English. English, yeah, perfect. Bienvenue. Merci pour vos présentations. Quelques questions. Vous avez parlé du fast-food. Est-ce que vous avez des idées également pour le e-commerce et quelles difficultés il peut y avoir pour les marques à ce niveau-là? Très bonne question. Très bonne question. Je vais prendre la première partie de la réponse. Quelques-uns des aspects qu'on a regardés s'appliquent à l'e-commerce également, d'autres non. Mais par exemple, on travaille actuellement sur une boîte un colis pour d'expédition réutilisable. Il y en a qui sont très stables, faits de plastique, qui sont réutilisables quelques 100 fois. Le nôtre est fait en carton, donc il est réutilisable peut-être 5-6 fois. Et ensuite, ça peut entrer dans les flux de recyclage. Et comme on l'a vu en France aussi, tout comme en Allemagne, on a des filières très développées pour le recyclage des fibres. Donc beaucoup de développement possible pour l'e-commerce également. Et en général, les mêmes choses s'appliquent. Les clients doivent être éduqués, beaucoup de pédagogie. Il faut expédier moins d'air, évidemment. Et la réutilisation, c'est un gros sujet. Voilà. Il me semble qu'il y a quelque chose de très important à propos de l'e-commerce. C'est aujourd'hui, vous pouvez commander un produit aussi grand que cela et ça vient dans une boîte qui a cette taille-là. C'est livré dans une boîte qui fait où on pourrait en mettre 200 de ces articles-là. Et si vous avez 2 enfants, par exemple, ils commandent sur Amazon, vous pouvez peut-être avoir 3-4 colis en carton qui sont énormes. Et ça ne va pas, ça. Avec la puissance, on sait de qui on parle là, de cette société-là. Ils devraient faire plus attention au fait de transporter de l'air parce que trop souvent le carton est pratiquement vide. Il y a un tout petit produit dedans. Oui. Et on parle du packaging comme service. Loop a commencé comme une plateforme. C'était une plateforme e-commerce et maintenant ils sont dans les marchés physiques également. Et je crois qu'on ne devrait pas trop différencier entre l'e-commerce et les marchés tangibles. Voilà, c'est un mélange de click and collect. Les boutiques, les magasins vont être plus intelligents, plus petits. Il en sera de même pour les colis. Et ce n'est pas que l'e-commerce, mais également c'est le commerce bricks and mortar. De la vente à distance, effectivement. D'autres questions? Madame, de l'autre côté. Présentez-vous en 2 mots et puis on vous laisse le micro pour poser votre question.
Thank you for the night. Merci pour les présentations. Merci pour les présentations. Je suis du World Packaging Association. Bienvenue. Ma question, c'est les besoins des consommateurs pour l'hygiène, pour la sécurité, pour la nourriture. On n'a pas parlé de ça parce qu'après la Covid-19, les consommateurs sont très inquiets par rapport à l'hygiène, à tout ce qui a trait à l'hygiène. Donc, de votre point de vue, comment est-ce qu'on peut... Il faut la durabilité, mais également il faut l'hygiène, la sécurité contre toutes sortes de virus et ainsi de suite. Il me semble que c'est une question très importante. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais oublier l'usage de l'emballage. Pourquoi? C'est pour protéger le produit, c'est pour l'hygiène. Dans certains pays, si vous ne pouviez pas protéger le lait bébé en poudre, vous ne pourriez pas avoir de bébé parce qu'on ne peut pas transporter la poudre pour le lait en poudre si ce n'est pas protégé du climat et du point de vue hygiénique. Depuis Covid, il y a moins d'achats en vrac. Avant, vous pouviez aller dans certaines boutiques, dans certains magasins et vous pouviez acheter de la nourriture en vrac. Mais maintenant, à cause de la Covid, les gens ne veulent plus acheter quelque chose où ils ont des doutes par rapport à l'hygiène. Donc c'est ce que nous exprimons. On ne peut pas simplement être une niche, un écosystème de niche. Il faut pouvoir être dans un écosystème, mais il faut être en ligne avec les besoins des consommateurs. Si nous ne faisons pas ça, nous allons polluer davantage encore parce qu'elle va jeter ces déchets et la nourriture. Donc, nous sommes vraiment responsables et en tant que personne, il nous faut être conscients de cela, très conscients de cela. Je suis absolument en accord avec ce que vous dites. C'est pour ça que nous, dans notre association, nous voulons regarder les déchets alimentaires et faire des économies à ce niveau-là. Parce que quand on parle de plastique, anti-plastique, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas professionnel. Parce qu'il nous faut cet aspect de barrière du plastique, notamment avec le contact avec les alimentaires pour éviter les déchets alimentaires. Mais je sais que vous, ce n'est pas facile votre travail de designer, de packaging, de conditionnement, parce que vous devez jongler entre le fait d'être bon pour l'environnement, mais également vous avez cet aspect où il faut protéger les consommateurs et avoir une bonne hygiène. Voilà, parce que être 100% vent debout contre le plastique, je ne crois pas que ce soit réaliste. Il y a beaucoup de greenwashing. Cette bouteille en papier dont vous parlez, moi, ça ne me convainc pas du tout parce que ça fait des déchets supplémentaires. And this is what Uwe was saying, to put... C'est ce qu'on disait, voilà, la bouteille en papier à la fin de l'utilisation, la bouteille en papier, on n'y fait plus trop confiance. Et vous jetez cette bouteille en papier, il reste encore des produits là-dedans. Donc ce n'est pas une bonne façon de procéder pour moi. Il nous faut faire attention à ces réflexions. Donc il faut trouver l'équilibre partout. Bien sûr, il y a un équilibre à tout. Oui, il n'y a pas de solution universelle, ça ne fait pas de doute. Je suis absolument d'accord avec ce que vous exprimez. Voilà, on est sur la bonne route et il existe des substituts pour les matériaux plastiques. Mais cependant, en attendant, il nous faut rester avec le plastique là où cela reste logique. Et là où on peut se faire sans plastique, il faut le faire. Voilà, ça dépend de tout, ça dépend de la situation. C'est ce que je préfère dire, moi, toujours, ça dépend. On peut travailler à l'allègement des matériaux. On travaille beaucoup pour Volvic. J'imagine que vous connaissez. C'est tous Volvic. Et Volvic, c'est une marque qui avait une bouteille extrêmement lourde parce qu'elle était carrée. Et voilà. On l'a fait avec des facettes, comme ça. Et le facette a fait qu'on a gagné des tonnes et des tonnes et des tonnes de POT, de plastique. On a lightweight, la bouteille. Et ça était extrêmement sustainable. Donc, oui, c'est toujours une bouteille en plastique, mais elle est optimisée. Bien sûr. Et du coup, ça, c'est du bon thinking. Did you understand the French? Yes, you did? Thank you for your questions. Merci pour vos questions. Vous avez une autre question à poser? Non, je ne vois pas de main qui se lève. Il est 12h15. Merci beaucoup à vous, Silvia Vitale Rota. Thank you very much, Uwe Melichar.